Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'est pas celle que j'aurais aimé initialement faire à ce sujet, mais bon, on va quand même en parler aujourd'hui puisqu'on va parler carte graphique et plus précisément on va parler de GTX 980 Ti. Alors il y a quelques temps de ça déjà, l'un d'entre vous m'a contacté pour me demander s'il était possible de m'envoyer une GTX 980 Ti HS. Et voilà justement la 980 Ti HS en question. Ça fait déjà un petit moment que je l'ai et j'ai passé ces dernières semaines à travailler dessus, essayer de la réparer. Et malheureusement, il s'agit d'un de ces cas, je dirais cas désespérés, une de ces cartes qui malheureusement n'est pas réparable. Donc on va pouvoir voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte graphique, pourquoi est-ce qu'elle est HS, et on va également pouvoir parler un petit peu de quand est-ce que quelque chose est réparable et quand est-ce que quelque chose ne l'est pas, ou en tout cas ne l'est plus. Parce que on m'a posé la question plusieurs fois par le passé, c'est quand est-ce que on considère que quelque chose peut encore être réparé ou quand est-ce que ça sert à rien de réparer quelque chose. Donc on va en parler un petit peu à la fin de cette vidéo. Alors cette 980 Ti, elle a une histoire un petit peu particulière, puisque donc celui qui me l'a envoyé, il l'a eu en tant que carte graphique dans son PC, hein, bien sûr, et elle est tombée en panne un jour, et ensuite, une fois qu'elle est tombée en panne, il l'a mise un peu de côté, alors je sais plus ce qu'il m'a dit exactement, mais il m'a dit qu'il avait regardé un petit peu pour la réparer. Évidemment, bon, bah, il n'a pas réussi à la réparer, et du coup après, il a décidé d'en faire un petit peu une œuvre d'art, c'est-à-dire de la démonter entièrement, pour en gros fixer toutes les pièces sur un cadre et pouvoir l'afficher au mur. Donc c'est une idée assez originale, mais enfin pourquoi pas. Et finalement il a abandonné cette idée également. Et donc il m'a envoyé la carte graphique et quand je l'ai reçue elle était entièrement démontée, c'est-à-dire que toutes les pièces étaient complètement démontées en fait. Et également il n'a pas les vis. Il a perdu les vis, il n'a pas réussi à les retrouver avant de m'envoyer la carte graphique. Donc j'ai réassemblé partiellement la carte, comme vous pouvez le voir ici. Je l'ai réassemblé partiellement en utilisant des trucs de récup. Il avait également coupé les fils pour les ventilateurs. Donc les trois ventilateurs étaient devenus des ventilateurs sans fil. Et donc j'ai pris le temps quand même de recabler les trois ventilateurs, finalement pour rien, puisque cette carte graphique n'est pas réparable. Alors la carte en elle-même est en excellent état, ou en tout cas était en excellent état, elle est en un petit peu moins bon état maintenant. Mais quand il me l'a envoyé, donc quand j'ai commencé à regarder un peu la carte, j'étais étonné qu'elle soit impeccable. Il avait été parfaitement propre, en parfait état, il n'y a pas le moindre composant de cramé. Parce que ça c'est quelque chose d'important quand vous avez quelque chose qui tombe en panne, comme une carte graphique, une carte mère, ce genre de choses. Quasiment la première chose à faire, c'est commencer par regarder de près la carte et essayer de trouver quelque chose qui pourrait avoir cramé, qui pourrait avoir sauté, quelque chose qui pourrait être la cause de la panne. Ça arrive souvent qu'on ait un composant qui soit cramé, ou qui soit un peu noirci, qui soit fissuré, une résistance qui a explosé, ce genre de choses. Mais dans le cas présent, la carte était en excellent état. J'ai même été très étonné de son état en fait, parce que c'est déjà une carte graphique il y a quelques années et elle était absolument impeccable. Alors, la carte a été certainement nettoyée par son ancien propriétaire, enfin que ce soit la carte ou le dissipateur et tout le bazar, puisqu'on peut voir par exemple qu'à l'arrière, il manque les autocollants qui vont là normalement, avec, vous avez la référence de la carte GTX 980 Ti, c'est une version d'ailleurs Gainoward, je n'ai pas précisé, je ne sais pas exactement quel nom porte cette version-là, mais en tout cas voilà, c'est une carte de chez Gainoward. Donc bref, après avoir visuellement inspecté la carte, j'ai décidé de la mettre dans un PC. Donc j'ai réussi à remonter le dissipateur sur la carte avec quelques vis de récup. Et donc ensuite j'ai mis la carte dans un PC pour voir ce qui se passait. Et sans grande surprise, il s'est absolument rien passé. C'est-à-dire que le PC démarre mais il n'y a pas d'image. C'est comme si la carte graphique était, morte étonnamment. Et ensuite, j'ai fait la technique de mettre bien tout simplement deux cartes graphiques dans le PC. Donc une première carte graphique qui fonctionne pour pouvoir tout simplement démarrer le PC et avoir de l'image. Et puis cette carte graphique en deuxième position. Ça permet en fait d'aller sous Windows et de pouvoir voir si la carte est détectée ou non, notamment dans le gestionnaire des périphériques. Et déjà, ça peut donner, on va dire, une idée de est-ce que la carte fonctionne partiellement, est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas d'image ou est-ce que la carte est complètement morte. Enfin, en tout cas, complètement, ne donne aucun signe de vie. Et dans le cas présent, la carte ne donnait absolument aucun signe de vie. Dans le gestionnaire des périphériques, la carte n'était absolument pas détectée. Donc ensuite, je me suis penché d'un peu plus près sur la carte graphique et tout simplement en prenant mon multimètre, commencer à faire des mesures à droite à gauche. Il y a quelques composants qui sont des fusibles. Il y en a par exemple un juste là en vert. Tous ces composants-là, c'est à vérifier évidemment pour s'assurer que ils ne sont pas cramés. Et j'ai commencé à trouver des problèmes lorsque je me suis intéressé à la partie étage d'alimentation de la carte graphique. En fait, en mesurant la résistance entre les connecteurs PCI Express, puisque donc vous avez sur une carte graphique l'alimentation qui est assurée par les connecteurs PCI Express, donc sur lesquels vous venez brancher les câbles d'alim PCI Express. Le port PCI Express en lui-même fournit également un petit peu de puissance. Normalement, il fournit du 12 volts et jusqu'à 75 watts. Donc évidemment, sur des cartes graphiques comme celle-là, on est obligé d'avoir des connecteurs auxiliaires.
Et donc normalement si on mesure la résistance, puisque en fait on a tout simplement une rangée qui correspond à la masse et la deuxième rangée qui correspond au plus 12 volts, si on mesure la résistance entre la masse et le plus 12 volts, sur une carte graphique normalement on doit avoir une résistance de plusieurs kilo-ohms, voire dizaines de kilo-ohms. En tout cas c'est ce qu'on s'attendrait à trouver. Donc quand j'ai commencé à mesurer la résistance au niveau des connecteurs PCI Express, forcément j'ai été étonné de trouver que j'étais avec un circuit ouvert, c'est-à-dire une résistance infinie. Il n'y avait absolument aucune continuité entre la masse et le plus 12 volts. Alors si je me souviens bien précisément d'ailleurs, j'avais plus de continuité sur le premier connecteur, le 6-pin, et il me semble que j'en avais un peu sur le deuxième, mais à une valeur qui était beaucoup trop élevée par rapport à ce qu'elle devrait être. Donc ensuite, j'ai commencé à essayer de descendre un petit peu le circuit pour essayer de trouver qu'est-ce qui aurait sauté là-dedans. Et on trouve plusieurs choses sur une carte graphique, on trouve notamment des résistances ici, donc on en a trois sur cette carte graphique, une juste en haut là, une autre là et une autre là. Ce sont des résistances de très petite valeur. Ici, on a des résistances de 0,05 ohms. En fait, ce sont des résistances de shunt qui servent à connaître le courant qui est tout simplement débité sur l'alimentation. Et donc, si on connaît le courant et on connaît évidemment la tension, on peut facilement calculer la puissance que l'on consomme. Donc, les trois résistances qu'on a là servent en fait tout simplement à mesurer la consommation de la carte. Et si je dis pas de conneries, ça va vers la petite puce qui se trouve là-haut, qui est un petit circuit intégré qui est spécifique à ce genre d'utilisation. Donc, ça vient tout simplement mesurer, calculer la puissance consommée par la carte graphique. Puisqu'avec les cartes graphiques, en particulier chez Nvidia, la puissance est mesurée, vous savez que vous avez une limite de puissance sur les cartes graphiques. Et cette limite de puissance, on peut jouer avec quand on fait de l'overclocking, pour par exemple repousser la limite de puissance et donc autoriser le GPU à consommer plus. Et donc ça permet évidemment de le pousser plus pour overclocker. D'ailleurs, il existe une technique en overclocking extrême qui consiste à tout simplement remplacer ces résistances de shunt pour des résistances de plus petite valeur. Ça permet de tromper en fait la puce qui calcule la puissance et donc la carte s'imagine qu'elle consomme beaucoup moins que ce qu'elle consomme en réalité. Et donc ça permet de pousser la limite de puissance encore plus haut. Donc bref, l'alimentation passe à travers ces trois résistances de shunt. Ensuite, ça passe à travers trois inductances que l'on a. Donc il y en a une ici avec la lettre Q dessus, on en a une autre ici avec un Y. Il y avait la même ici avec une lettre Q à l'emplacement juste là. Et quand j'ai commencé à mesurer ces inductances, normalement on doit trouver de la continuité, on doit trouver une résistance très très faible sur une inductance. Et celle-là en particulier était cramée. Donc ça veut dire qu'il s'est quand même passé quelque chose sur cette carte graphique et ça explique également pourquoi est-ce que j'avais pas de continuité au niveau de mon connecteur PCI Express. Donc ensuite ce que j'ai fait, et c'était peut-être pas la meilleure idée du monde, mais j'ai tout simplement remplacé l'inductance qui posait problème pour simplement une inductance à peu près équivalente, en tout cas qui passe dans l'emplacement prévu. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est que j'ai remis la carte graphique dans le PC pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ce qui s'est passé, il ne s'est pas passé grand chose, puisque l'alimentation s'est mise en protection contre les courts-circuits. Tous les blocs d'alimentation modernes, d'une qualité un minimum correcte, ont des protections contre les courts-circuits. Donc si vous court-circuitez quelque chose, tout simplement l'alimentation s'éteint. Et ça se voit en particulier parce qu'en général, quand une alimentation se met en protection contre les courts-circuits, dès que vous démarrez le PC, vous avez un flash qui dure un dixième de seconde et ensuite l'alimentation s'éteint et c'est ce qui se passait avec cette carte graphique. Donc après ça j'ai commencé à essayer de voir qu'est-ce qui pouvait être la cause du court-circuit. Alors j'ai fouillé pas mal sur la carte, j'ai dessoudé pas mal de choses, j'ai redessoudé l'inductance, j'ai commencé à faire des mesures. Ce qui est bien sur cette carte graphique quand même c'est qu'il y a des points de mesure à l'arrière de la carte, c'est l'avantage des cartes haut de gamme comme ça. Et par exemple ici on a différents points de mesure pour mesurer la tension du GPU, de la PLL et de la mémoire vidéo. Et ça permet quand même d'avoir une idée un peu de qu'est-ce qui va pas. Et j'ai notamment rebranché la carte dans un PC, essayé de voir un petit peu quelle tension j'avais sur ces points de mesure. Et les tensions étaient pas du tout correctes. Quasiment 0 volts sur le GPU. Il y a des points de mesure également ici pour mesurer des tensions en 12 volts. Pareil, ça allait pas du tout. Enfin bref, il n'y avait aucune tension qui était correcte sur la carte. Évidemment, pour pouvoir mettre la carte dans un PC, j'avais retiré l'inductance pour tout simplement retirer le court-circuit. Sinon, ça démarrait même pas. Et après, j'ai continué à essayer de chercher en fait la source du problème, à remonter vers la source du court-circuit. J'ai commencé à soupçonner les phases d'alimentation. Alors à ce niveau-là, vous avez ce qu'on appelle les phases d'alimentation, puisque donc en fait sur une carte graphique, c'est exactement comme sur une carte mère, l'alimentation est en 12 volts et malheureusement le GPU et la mémoire vidéo ne peuvent pas utiliser directement du 12 volts. Donc on a besoin de faire une conversion 12 volts vers une tension qui est généralement aux alentours des 1,5 volts. Et donc ça c'est le rôle de l'étage d'alimentation qui vient de simplement convertir donc notre 12 volts continu en une tension d'environ, comme j'ai dit, 1,5 volts, tension continue évidemment. Et surtout l'étage d'alimentation doit être capable de fournir toute la puissance parce que quand vous avez un GPU qui consomme 200 watts et qui est alimenté avec 1,2 volts par exemple, ça fait largement plus de 100 ampères, plus de 150 ampères même. Et donc forcément il faut des phases d'alimentation derrière qui soient suffisamment solides pour pouvoir faire passer toute cette intensité.
Donc sur cette carte, donc c'est une version Gainward, on a un PCB qui est proche du PCB de référence et c'est le même PCB en fait, enfin à peu près la même carte que ce qu'on retrouvait donc sur la 980 Ti, la Titan X évidemment qui était quasiment la même carte et également la 980 reprend quelque chose de très similaire. Donc ce sont des cartes qui ont 8 phases d'alimentation pour le GPU et 2 phases d'alimentation ici au milieu pour la mémoire vidéo. Donc c'est une architecture assez simple. Donc quand j'ai commencé à chercher mon court-circuit, je suis remonté jusqu'aux phases d'alimentation et là, les phases d'alimentation, c'est une partie de la carte qu'on peut facilement soupçonner d'être la cause du problème, puisque les phases, c'est des composants qui sont on va dire assez fragiles quand même, et ça peut être la source d'une panne, hein, c'est même souvent la source de panne. Et donc j'ai commencé à essayer de dessouder les phases d'alimentation pour trouver laquelle posait problème, et à ma grande surprise, après avoir dessoudé les 8 phases d'alimentation, le court-circuit était toujours là. Alors sur cette carte graphique et sur beaucoup de 980 Ti et Titan X, les phases d'alimentation en fait sont composées de petits modules qui sont alors je crois qu'on appelle ça des drivers. En fait ce sont des petits modules tout en un qui font automatiquement la régulation de la tension. Ces petits composants on les trouve aujourd'hui sur beaucoup de cartes mères et beaucoup de cartes graphiques. Donc ici comme j'ai dit on en avait 8 sur les emplacements juste là devant les inductances. Et ces composants ils sont pratiques parce qu'ils intègrent tout en fait. C'est-à-dire qu'ils intègrent, on a simplement besoin de les alimenter en 12 volts, de leur donner de la masse, de leur donner un signal PWM, donc pour qu'ils aient le rapport cyclique en fait, pour savoir quelle tension de sortie ils doivent fournir. Il y a un signal, je crois, on-off également, enfin il y a quelques trucs comme ça, mais c'est relativement simple à piloter. Et en sortie, ça vous donne une tension qui est simplement la tension que vous souhaitez. Et en plus de ça, ça peut sortir des grosses puissances, des petits modules comme ça sont donnés pour, il y en a je crois 50, 60, je ne sais plus exactement ceux-là pour combien ils sont donnés, mais ils sont donnés pour facilement 50 ou 70 ampères. Donc c'est quelque chose qu'on trouve aujourd'hui sur beaucoup de cartes graphiques et beaucoup de cartes mères également. Donc c'est pour ça que ces modules sont souvent l'origine de problèmes, c'est parce que c'est eux qui pilotent tout simplement la puissance et donc forcément ils sont amenés à chauffer quand même un peu. En gros, au cœur de ça, c'est un transistor MOSFET tout simplement, mais avec un peu d'électronique autour pour simplifier, on va dire, le pilotage de ce MOSFET. Et donc ces composants sont la source de problèmes, surtout sur des cartes graphiques haut de gamme comme ça qui consomment quand même beaucoup. Il suffit que ces trucs-là soient pas très bien refroidis et ça peut suffire à les faire sauter. Donc ça peut être la cause du problème, mais malheureusement, même après avoir dessoudé toutes les phases d'alimentation du GPU, j'avais toujours mon court-circuit. Le problème donc c'est que mon court-circuit, je le trouve si je mesure par exemple la résistance entre la sortie tout simplement des drivers et la masse. J'avais une résistance d'environ 4 ohms je crois. On peut retrouver cette résistance de 4 ohms si on mesure derrière le GPU entre les diodes qu'on a ici et la masse. Et on la retrouve également cette résistance de 4 ohms à ce niveau-là, donc sur le point de test pour la tension GPU, entre la masse et tout simplement la tension GPU, on a également une résistance qui est de environ 4 ohms. Alors ça peut se montrer tout simplement si je mesure la résistance entre donc ma tension GPU et la masse avec un multimètre tout simplement. Donc si je me mets entre ici et mon point de test pour la tension GPU, je dois avoir une résistance d'environ 4 ohms. C'est ce que j'avais environ avant. Voilà, 4 ohms pile quasiment. Et ce qui est assez intéressant, c'est que si je prends ma station à air chaud, donc si je prends ma station à air chaud qui est ici réglée à 225 degrés et que je chauffe tout simplement le GPU, vous allez voir que la résistance donc, de mon court-circuit diminue même jusqu'à 0 ohm une fois que le GPU est bien chaud. Donc ça prouve certainement que le problème vient malheureusement du GPU. Voilà, on est rendu à 1 ohm, même pas 0,9 et là je suis qu'à 225 degrés, je suis même pas à une température très élevée. Donc quand j'ai découvert ça, j'ai évidemment arrêté d'essayer de réparer la carte parce que un GPU HS malheureusement c'est une carte morte, ça sert à rien même de ne serait-ce que penser à remplacer ça. C'est totalement impossible, autant remplacer la carte graphique entière. Donc normalement on devrait avoir une résistance beaucoup plus élevée, on ne devrait pas avoir 4 ohms entre la masse et la tension d'alimentation du GPU. Alors le problème par contre c'est que j'ai pas deux cartes graphiques comme ça. C'est toujours plus pratique quand on a deux fois la même carte, deux fois le même appareil, pour pouvoir simplement comparer entre celui qui est en panne et celui qui fonctionne pour savoir si les mesures sont cohérentes ou si on a vraiment des différences. Et donc c'est généralement plus simple de localiser les pannes quand on a quelque chose pour comparer. Alors également j'ai fait une mesure donc sur les phases que j'ai démontées, j'en ai démonté 8 et sur les 8 j'en ai trouvé 3 qui avaient l'air un peu suspectes. En fait on peut mesurer la résistance entre, je crois, entre la masse et en gros l'entrée de la phase et puis où la masse et la sortie et puis on peut voir quelle résistance on a. Il y en a 3 qui étaient vraiment pas terribles, qui étaient pas loin de créer un court-circuit également avec des résistances très faibles alors qu'elle devrait être beaucoup plus élevée. Il y avait des résistances beaucoup plus élevées sur les 5 autres. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette carte graphique. Est-ce que c'est les phases d'alimentation qui ont lâché et qui ont cramé le GPU, qui s'est mis en court-circuit et qui donc a carrément fait sauter l'inductance? Ça peut être ça. Ou alors est-ce que c'est le GPU qui a sauté et qui a fait cramer les phases et fait cramer l'inductance au niveau de l'alimentation? C'est possible également, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire dans quel ordre les événements se sont déroulés.
Donc voilà ce qui met un terme à ma tentative de réparation de cette GTX 980 Ti. Malheureusement, elle ne sera pas ressuscitée, tout simplement parce que elle est complètement morte. Donc c'est dommage parce qu'il m'avait dit que si j'arrivais à la réparer, j'aurais pu la garder et même la mettre dans mon PC, ça m'aurait fait une plutôt bonne carte graphique et ça aurait même pu m'aider un peu pour certaines choses, mais voilà, quand une carte est morte, et malheureusement on ne peut pas y faire grand-chose. Alors ça nous amène à la question qui m'a été posée plusieurs fois, c'est quand est-ce qu'on considère que quelque chose est réparable ou quand est-ce qu'on considère que quelque chose est mort. Et en fait c'est un petit peu à prendre au cas par cas. Ça dépend déjà de qu'est-ce qui est HS, si c'est vraiment le cœur du produit de l'appareil, par exemple ici le GPU sur une carte graphique, bon c'est le cœur de la carte graphique, donc bon autant dire que la carte est morte, hein, c'est pas le genre de composant qu'on peut remplacer. Donc déjà qu'est-ce qui est en panne, si c'est l'élément principal par exemple sur une carte mère, si c'est un chipset, si c'est un GPU sur une carte graphique, si c'est un processeur par exemple sur un PC portable et que le processeur est soudé, généralement on va considérer que la machine est morte, quoi. Ensuite, est-ce que ça vaut le coup de le réparer? Et ça c'est aussi une question à se poser. C'est par exemple ici on a une 980 Ti, c'est une carte qui reste encore aujourd'hui tout à fait valable. C'est à peu près un niveau de performance équivalent à une RTX 2060. Donc bon, si jamais vous en trouvez une d'occasion ou que quelqu'un veut vous en donner une, hein, ça peut valoir le coup parce que c'est pas encore complètement dépassé. Par contre, évidemment, si ce serait par exemple une carte graphique beaucoup plus vieille et complètement dépassée, on ne chercherait même pas à essayer de la réparer. Ça vaudrait même pas le coup d'y passer quelques heures dessus. Donc est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'une fois l'appareil réparé, il va être utile? Est-ce que c'est encore quelque chose qui est utilisable? Et bon après des fois ça arrive de faire des réparations un petit peu pour la gloire également, c'est-à-dire juste réparer parce qu'on a envie que ce soit réparé, que ça refonctionne et qu'on est content de pouvoir réparer quelque chose. Mais souvent si on fait un peu appel à la raison, dès que quelque chose va être un peu trop vieux ou plus au top, c'est pas quelque chose qu'on va essayer de réparer. Alors une autre contrainte, c'est évidemment les contraintes de coût, hein, combien ça coûte pour réparer l'appareil en question. En électronique, souvent les coûts sont pas forcément très élevés si on fait les choses soi-même, parce que les composants électroniques, ça vaut pas forcément très cher. Évidemment, dans le cas présent, par exemple, si c'était un GPU à changer, ça vaudrait pas le coup, à moins d'avoir une carte donneuse sous la main. Acheter un GM200, je sais même pas d'ailleurs si ça se vend, et si ça se vend, ce sera bien sûr beaucoup trop cher. Mais souvent, quand on a des pannes électroniques, c'est des composants passifs ou des composants, des petits composants pas très importants qu'on peut trouver facilement et pour pas très cher, et donc ça vaut souvent le coup de réparer ça soi-même. Évidemment, il faut encore avoir l'outillage pour pouvoir faire les réparations. Donc il faut avoir de quoi, au moins un multimètre pour faire quelques mesures, un fer à souder. Parfois une station à air chaud, c'est indispensable pour certaines réparations, surtout de nos jours avec des composants qui sont des composants CMS, c'est-à-dire montés en surface et qu'on peut tout simplement, on ne peut pas les manipuler autre qu'avec une station à air chaud. Il y a d'autres contraintes évidemment, des contraintes de temps, si vous faites les réparations vous-même, combien de temps ça va prendre, même si vous faites faire les réparations, d'ailleurs combien de temps est-ce que vous pouvez vous passer de l'appareil pendant qu'il est en train d'être réparé. Des contraintes également de disponibilité des pièces, des fois il y a des choses qui ne sont pas disponibles. Et puis évidemment le plus important c'est qu'il faut encore trouver la panne, parce que c'est bien de dire je vais réparer quelque chose, mais il faut encore être capable de le faire, et puis surtout le plus souvent, le plus dur c'est de trouver la panne, et ça des fois ça peut être très compliqué. Je sais que des fois certains me demandent est-ce que j'ai un PC portable qui pose problème, je t'envoie des photos, est-ce que tu peux me dire ce qui va pas? Bah oui, mais malheureusement, c'est pas avec une simple photo qu'on peut trouver la panne, hein. Des fois, il faut chercher et des fois, on passe même plusieurs heures à essayer de trouver qu'est-ce qui pose problème, pourquoi est-ce qu'on n'a pas une tension à cet endroit-là. Alors quelque chose également qui aide énormément, c'est est-ce que la documentation est disponible ou pas. S'il y a de la documentation, par exemple pour réparer des choses comme des télés, généralement on arrive à trouver, mais par exemple si c'est une carte mère ou une carte graphique comme ça, il n'y a absolument pas de documentation, vous ne pouvez pas trouver les schémas de la carte, donc vous êtes obligé d'essayer de deviner un peu les choses par vous-même et ça complique souvent énormément les choses. Donc c'est pour ça que souvent le plus compliqué c'est trouver la panne, et quand on reçoit quelque chose comme c'était le cas de cette carte graphique, quand elle est arrivée elle était en parfait état, ça c'est quelque chose généralement que j'aime pas parce que où est le problème? C'est difficile à dire, donc souvent c'est préférable d'avoir un composant qui est carrément explosé, une phase d'alimentation qui est sautée et qui crée un court-circuit, parce que ça au moins c'est pas hyper compliqué à réparer, on sait d'où ça vient, on voit d'où ça vient, et ça peut être plus simple à réparer qu'une panne comme ça qui est totalement invisible et puis finalement qui est simplement une carte graphique qui est complètement morte. Également, c'est quelque chose qui est ressorti un petit peu sur la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, donc réparation d'un PC portable pour 1 euro. Quelque chose qui est ressorti également, c'est que souvent, évidemment, on répare beaucoup plus les appareils haut de gamme que les appareils bas de gamme. Par exemple, ici, une 980 Ti, évidemment que j'essaierai de passer beaucoup plus de temps à réparer une 980 Ti qu'à réparer une GTX 950, par exemple. Tout simplement parce que c'est une carte qui, à l'époque, quand elle est sortie, c'était la carte la plus performante de sa génération, en dehors des Titans. Et c'est également une carte graphique qui, encore aujourd'hui, vaut quelque chose, niveau performance c'est pas encore ridicule, et qui peut être intéressante même à mettre dans son PC. Évidemment si c'était par exemple une GTX 950 HS, ce serait beaucoup moins intéressant, parce que c'est une carte graphique qui est déjà beaucoup moins performante, qui aujourd'hui
elle n'est pas inutilisable, hein, mais est beaucoup plus limitée. Et généralement, les appareils haut de gamme sont beaucoup plus réparés que les appareils entrée de gamme, ce qui paraît assez évident, notamment également du fait qu'ils sont vendus beaucoup plus cher, donc ça vaut généralement le coup de faire des réparations dessus. L'exemple tout con, c'est les iPhones. Souvent, on vient se plaindre à propos d'Apple et les réparations et obsolescence programmée et compagnie avec Apple, mais les iPhones sont quand même les téléphones les plus réparés. Vous pouvez trouver des pièces absolument partout, vous avez des réparateurs partout, il suffit de regarder sur eBay, le moindre téléphone, le moindre iPhone HS cassé ou en vente ou même bloqué à iCloud, ça arrive à se vendre et pour des prix qui sont généralement pas ridicules. Alors qu'à côté de ça, vous pouvez acheter des téléphones de chez Samsung, Huawei et compagnie pour des prix complètement dérisoires, tout ça parce que l'écran est pété, quoi. Donc évidemment, hein, les appareils haut de gamme sont généralement pas forcément plus simples à réparer, mais sont généralement plus réparables et vous trouverez plus facilement des gens pour les réparer et ça vaudra beaucoup plus le coup qu'avec des appareils entrée de gamme. Donc voilà tout pour cette vidéo, je pense que j'ai assez parlé et que je vous ai assez saoulé comme ça. Et ouais, non, j'ai absolument j'ai rien à ajouter pour le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et puis voilà, moi j'ai rien à ajouter, donc je vous dis salut à tous et à la prochaine.